Le chasseur devient proie. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-chef de la transition au Burkina Faso, vient d'être extradé et arrêté à Ouagadougou. Après avoir occupé la plus haute marche du pouvoir, après avoir incarné durant des mois l'autorité suprême d'un pays en crise, il est aujourd'hui le visage de la déchéance politique. Quelques mois d'exil doré au Togo n'auront pas suffi à le protéger. La justice l'a rattrapé, balayant la vieille coutume des refuges pour chefs déchus en Afrique de l'Ouest. Revenons d'abord sur cette tradition. Depuis plus d'un demi-siècle, de nombreux chefs d'État déchus, qu'ils aient été renversés par la rue, l'armée ou des rivaux, ont trouvé refuge dans les capitales voisines. L'exil était le prix de la paix. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Togo, ces havres temporaires ont protégé des présidents comme Blaise Compaoré, Hissène Habré ou encore Charles Taylor. On les retrouvait dans de luxueuses villas, coupées du tumulte, vivant entre souvenirs de gloire et regrets silencieux. L'exil n'était pas seulement une faveur, c'était aussi un rempart contre l'embrasement, une garantie pour éviter le cycle infernal des vengeances sanglantes. Cette règle non écrite, héritée de décennies de coups d'État et de transitions brutales, a contribué à la stabilité relative de la région. Le successeur de Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré, veut marquer l'histoire. Il promet qu'aucun dirigeant déchu ne sera plus jamais à l'abri, où que ce soit. Cette déclaration tranche avec l'attitude prudente de ses prédécesseurs. La chute de Damiba devient un signal brutal, envoyé à tous ceux qui, tapis dans l'ombre, rêvent de reconquérir le pouvoir ou de défier le nouvel ordre. L'exil confortable appartient-il désormais au passé? Cette question, brûlante, secoue chaque palais présidentiel du continent. Pour le Burkina Faso, le séisme est sans précédent. Ramener un ancien chef militaire pour qu'il rende des comptes bouleverse l'équilibre du pouvoir et défie la tradition régionale. Si ce cap est maintenu, la dynamique africaine pourrait s'en trouver transformée. La règle tacite de l'exil est remplacée par la menace de la justice. Ce bouleversement rappelle des précédents historiques. En Amérique latine, le Chili de Pinochet ou l'Argentine de Videla ont connu des retours fracassants d'anciens dirigeants confrontés à la justice, brisant l'idée d'impunité internationale. Mais derrière la démonstration de force, l'enjeu est immense. Il s'agit du destin même du pays. Traoré joue sa légitimité, la sécurité de millions de Burkinabés, la réputation internationale du Burkina Faso et même la stabilité du continent. Désormais, aucun titre ni galon ne garantit l'impunité. L'Afrique, peut-être, commence enfin à écrire ses propres lois. Cela rappelle la quête de souveraineté des peuples d'Asie du Sud-Est après la décolonisation, où la volonté d'établir leurs propres règles a mené à des transformations profondes des systèmes politiques. Reste à savoir si ce tournant historique tiendra face aux tensions internes et aux regards de la région. Les jours à venir s'annoncent décisifs. Les réactions internationales, des organisations africaines comme la CEDEAO aux partenaires européens, seront scrutées à la loupe. Les diplomates, les analystes et les citoyens burkinabés partagent la même interrogation. Vivons-nous la naissance d'une nouvelle ère ou la répétition d'un vieux cycle de violence? Pourquoi l'exil avait-il toujours protégé les anciens dirigeants? Depuis plus de 50 ans en Afrique de l'Ouest, une règle non écrite voulait que les chefs déchus soient accueillis à l'étranger, dans le confort et l'oubli. L'exil servait de refuge, mais aussi de bouclier pour la stabilité. Protéger hier, c'était éviter la vengeance et empêcher qu'un leader renversé ne devienne une légende dangereuse. Cette logique a prévalu lors du départ de Mobutu Sese Seko, accueilli au Maroc après sa chute, ou encore de Jean Bedel Bokassa, exilé longtemps en France puis en Côte d'Ivoire. À Lomé, capitale togolaise, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait trouvé asile après avoir perdu le pouvoir au Burkina Faso. Le Togo, fidèle à la tradition, lui offrait sécurité et distance, comme il l'avait fait pour d'autres avant lui. Certains y voyaient une preuve de sagesse diplomatique, d'autres, un terreau fertile pour les intrigues et les retours en force. L'exemple du Libéria, où Charles Taylor avait comploté son retour depuis le Nigeria, hante encore les esprits. Mais très vite, à Ouagadougou, la patience s'est érodée. Pour le capitaine Ibrahim Traoré et ses alliés,
cet exil n'était pas la paix promise, mais une menace latente. Des rumeurs, puis des rapports officiels, ont commencé à accuser Damiba de manœuvrer depuis Lomé, organisant des tentatives de coup d'État et cherchant à exploiter la guerre qui rongeait le Burkina Faso. On évoquait des réunions secrètes, des communications codées, des transferts d'argent suspects entre Lomé, Accra et Abidjan. La tension est montée d'un cran. Les autorités burkinabées réclamaient l'extradition de Damiba, multipliant les pressions et les accusations publiques. Pour Lomé, le choix était cornélien. Maintenir sa protection et risquer l'isolement régional, ou céder et bafouer des décennies de résolution pacifique des crises. Les diplomates togolais ont consulté leurs partenaires, cherchant à éviter le piège d'une crise diplomatique majeure. Avant de livrer Damiba, le Togo a exigé des garanties fermes, pas de peine capitale, un procès équitable, le respect de l'intégrité physique. Ce compromis, vital pour préserver la réputation du Togo comme médiateur, n'a pas suffi à calmer toutes les inquiétudes. Car en cédant à la demande d'extradition, Lomé risquait d'ouvrir une brèche dangereuse. Si l'exil n'est plus un abri, que reste-t-il aux dirigeants déchus? Certains experts rappellent que ce débat a traversé l'Europe de l'Est après la chute du bloc soviétique, quand plusieurs ex-présidents ont été traduits en justice malgré des accords d'exil. Ce moment marque une rupture. La fin de l'impunité promise par l'exil. L'affirmation que désormais, aucun chef ne peut fuir ses responsabilités. À travers le sort de Damiba, c'est toute la tradition politique de la région qui vacille, et le Togo joue son avenir sur la scène continentale. Ce précédent pourrait inspirer d'autres pays. La Côte d'Ivoire a déjà annoncé vouloir réexaminer le sort de ses anciens chefs en exil. Mais derrière cette diplomatie fébrile, une bataille plus profonde s'engage, celle de la légitimité, du pouvoir et du droit de réinventer les règles. Cette lutte, invisible pour l'instant, ne restera pas longtemps dans l'ombre. Dans bien des capitales africaines, les chefs d'État surveillent avec anxiété l'issue de cette affaire, conscients que leur propre avenir pourrait dépendre d'un revirement semblable. L'arrestation de Damiba n'est pas un simple fait divers politique. Elle cristallise les tensions et expose les fragilités d'un continent en pleine mutation. Bientôt, les conséquences de ce choix vont s'étendre bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les organisations panafricaines devront clarifier leur position, continuer à garantir des refuges ou accompagner la marche vers une justice plus intraitable. Complot, assassinat, corruption. La chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba relève-t-elle d'une purge ou d'une nécessité vitale? Les sociétés africaines, marquées par des décennies de coups d'État, se posent depuis longtemps la question du juste équilibre entre apaisement et justice. Le cas Damiba vient alimenter ce débat brûlant. Au centre du chaos politique, l'arrestation soudaine de Damiba n'est pas qu'un règlement de compte. Elle révèle une lutte souterraine où accusations de coups d'État sanglants, tentatives d'assassinat et trahison se multiplient en coulisses. Des officiers proches de Damiba ont été interpellés. Certains ont livré des confessions devant les caméras, évoquant des réunions nocturnes, des codes secrets, des tentatives d'empoisonnement dignes d'un film d'espionnage. Le pouvoir en place affirme que Damiba, l'ex-président en exil, aurait fomenté depuis l'étranger une opération d'une rare violence. Son but ? Éliminer le capitaine Ibrahim Traoré et plusieurs officiers de haut rang pour reconquérir le pays par la force. Les éléments avancés sont accablants. Confessions télévisées d'officiers arrêtés, détails précis d'un plan minutieusement échafaudé, documents saisis qui retracent chaque étape du complot. Des messages cryptés circulaient via des applications sécurisées, des transferts d'argent passés par des comptes offshore. Mais l'affaire prend de l'ampleur. Traoré accuse Damiba d'avoir multiplié les tentatives de déstabilisation, chaque fois plus élaborées. Les services de renseignement révèlent une liste d'opérations visant à semer la discorde au sein de l'armée, acheter des loyautés, propager la suspicion par la désinformation. Ce climat délétère a gagné tous les échelons militaires, menaçant l'unité déjà fragile des forces armées. On se souvient d'épisodes similaires au Mali ou en Guinée, où des accusations de putsch téléguidés ont déstabilisé les appareils d'État. Au-delà des intrigues internes, les autorités dénoncent l'existence de réseaux occultes à portée internationale. Damiba aurait bénéficié de soutien financier secret,
en provenance de puissances étrangères désireuses de conserver leur influence régionale. Ces fonds auraient permis de corrompre des officiers clés, d'organiser des sabotages et de détourner des millions issus du trésor public pour renforcer son réseau de partisans et de mercenaires. L'histoire n'est pas sans rappeler le rôle obscur des réseaux France-Afrique, accusés d'avoir soutenu ou abattu des régimes entiers à coups de mallettes et de contrats secrets. À cette dimension de complot s'ajoutent des accusations de détournement massif de fonds publics. On évoque des montants colossaux, disparus au détriment du peuple burkinabé, alors que le pays lutte pour sa survie face à la menace terroriste et à la crise économique. La justice promet la transparence, mais la suspicion demeure. Pour certains, cette offensive judiciaire est d'abord une purge politique, destinée à éradiquer l'ancien cercle du pouvoir. Les partisans de Damiba dénoncent un procès à charge, évoquant la chasse aux sorcières connue en Russie après la chute de l'URSS. En réalité, l'enjeu dépasse le sort de Damiba. C'est un affrontement entre deux visions du Burkina Faso. Damiba symbolise l'ancienne élite militaire, formée à l'étranger, adepte d'alliances traditionnelles et de compromis avec les puissants. En face, Traoré incarne une génération nouvelle, celle du nationalisme radical qui prône la souveraineté totale, la rupture avec les tutelles étrangères et le retour du pouvoir au peuple. Ce clivage traverse l'ensemble du continent, comme on l'a vu récemment au Sénégal, au Mali ou au Niger. Jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. L'armée vacille sous le poids de la suspicion et de la chasse aux sorcières. La confiance dans la justice dépend de la capacité à organiser un procès équitable, tout en évitant la dérive vers l'arbitraire et la vengeance. Pour la population, l'espoir d'une stabilité renaissante se heurte à la crainte d'une spirale de répression et de règlement de comptes. Les familles, les commerçants, les jeunes diplômés suivent l'affaire avec anxiété, conscients que leur avenir dépend de l'issue de cette bataille judiciaire et politique. Mais ce bras de fer ne concerne pas que le Burkina Faso. Toute l'Afrique de l'Ouest observe Ouagadougou. La fin de l'impunité pour les anciens dirigeants annonce-t-elle l'avènement d'une justice authentique ou l'ouverture d'une ère d'autoritarisme inédit? Les exemples de la Tunisie post-révolution ou de l'Égypte après Moubarak montrent combien la frontière est mince entre justice et règlement de comptes politiques. La suite dépendra de la capacité des institutions à résister aux tensions et à garantir un procès sans précédent. La moindre erreur pourrait faire basculer le pays dans l'inconnu. Les organisations de défense des droits humains surveillent le processus, exigeant la présence d'observateurs internationaux et la publication intégrale des débats judiciaires. Le précédent créé par l'extradition de Damiba va-t-il apaiser ou embraser la région? Cette question obsède toutes les conversations, car le geste du capitaine Traoré rompt brutalement avec les usages tacites du pouvoir en Afrique de l'Ouest. En Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Tchad, la peur d'un effet domino est palpable. En ordonnant l'arrestation de Damiba, Traoré adresse un avertissement sans détour à ses rivaux. Il impose sa force, affichant une détermination sans faille à écraser toute contestation. Ce choix audacieux, voire téméraire, vise à établir une autorité incontestée, mais place le régime sous une pression extrême. L'histoire africaine regorge d'exemples où la radicalisation du pouvoir a mené à l'isolement, comme en Éthiopie sous Mengistu ou au Zimbabwe sous Mugabe. Derrière ce coup de force, les fractures de l'armée burkinabé refont surface. Les rivalités, les fidélités personnelles et le souvenir des luttes internes n'ont jamais disparu. L'incarcération de Damiba, ex-chef respecté par une partie des officiers, pourrait rallumer la mèche de division latente, voire provoquer des actes de représailles ou de sabotage. Les précédents ivoiriens ou centrafricains rappellent combien la cohésion militaire est fragile dans des contextes de transition contestés. Mais l'impact de cette décision déborde largement les frontières du Burkina Faso. L'extradition brise un tabou ancien, celui du refuge assuré aux chefs d'État déchus, censé garantir des transitions pacifiques et éviter des règlements de comptes sanglants. Désormais, le message est sans équivoque. Personne n'est à l'abri, l'exil n'est plus un rempart, et la souveraineté nationale s'affirme sans compromis. Cette nouvelle donne inquiète les chancelleries occidentales,
qui redoutent une multiplication des crises au sud du Sahara. Pour de nombreux panafricanistes, c'est l'affirmation bienvenue d'une Afrique qui écrit ses propres règles et juge elle-même ses anciens dirigeants. Mais ce tournant s'accompagne de dangers. En supprimant la tradition de l'exil sécurisé, chaque transition pourrait devenir plus violente et pousser les dirigeants à s'accrocher au pouvoir, quitte à aggraver les crises. L'histoire du Libéria, où Samuel Doe a refusé de quitter le pouvoir, se termine dans le sang. L'échec des garanties d'exil a coûté des milliers de vies. Les critiques le soulignent. La méthode Traoré risque de favoriser un autoritarisme où la justice se confond avec la vengeance politique. La tentation d'instrumentaliser les tribunaux pour éliminer toute opposition, réelle ou supposée, plane désormais sur le débat public. Pire encore, cet exemple pourrait déclencher une spirale de coups d'État et de représailles dans toute la sous-région. Les analystes rappellent que l'instabilité chronique a souvent trouvé sa source dans la peur de l'exil sans retour. Au centre de cette tempête, le Burkina Faso joue son avenir. La cohésion nationale, la confiance dans les institutions et la possibilité d'une justice indépendante sont en jeu. Pour l'Afrique, c'est le test d'une souveraineté revendiquée face aux pressions étrangères, mais aussi de la maturité démocratique du continent. Les débats dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans les marchés ou les familles, témoignent d'un intérêt inédit pour la question de la justice et de la responsabilité des dirigeants. Le sort de millions de citoyens, la réputation internationale du pays et le précédent posé pour toute l'Afrique sont désormais suspendus à ce choix. En redéfinissant les règles, Traoré efface une ligne de sécurité fragile, dont personne ne peut prédire les conséquences sur le long terme. Il rappelle la responsabilité qui fut celle des pères fondateurs des indépendances, contraints d'inventer des institutions en rupture avec les modèles coloniaux. Mais pour comprendre pleinement la portée de ce séisme politique, il faut revenir sur les racines profondes qui ont mené à cet affrontement. Car derrière l'acte de force se cachent des enjeux historiques et des fractures anciennes. Les mémoires du Burkina Faso sont tentées par la figure de Thomas Sankara, assassiné en 1987, dont la quête d'indépendance et de justice inspire encore la jeunesse. Le défi décisif, aujourd'hui, consiste à forger des règles du jeu équitables pour l'Afrique de demain. Il ne s'agit pas seulement de juger un homme, mais d'inventer un nouveau contrat social, où la puissance de l'État s'équilibre avec la protection des droits individuels. Derrière l'arrestation spectaculaire de Damiba, une question brûlante s'impose. Comment garantir que la justice ne devienne pas l'outil d'une vengeance politique? Pour que le procès ne soit pas un simple règlement de compte, il doit être totalement transparent et scrupuleusement respectueux des droits fondamentaux. L'expérience sud-africaine de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a permis de juger les crimes de l'apartheid tout en évitant la vengeance, offre un modèle intéressant. Céder à la tentation de la revanche, c'est risquer d'entraîner le Burkina Faso dans une nouvelle spirale de violence et de défiance. Si la justice sert à régler des comptes personnels ou politiques, la méfiance envers les institutions s'aggravera, préparant le terrain à d'autres crises. Le cas du Rwanda, après le génocide, montre à quel point la gestion des procès peut déterminer la stabilité ou la rechute dans la violence. La grande leçon à retenir, c'est que la stabilité durable ne se bâtit jamais sur la mainmise d'un seul homme, aussi charismatique soit-il. La vraie souveraineté naît d'institutions solides, de lois limpides et de procédures acceptées de tous, dirigeants comme citoyens. Cela exige un engagement collectif, une volonté de dépasser les intérêts personnels pour bâtir un avenir commun. Pour sortir du cycle des coups d'État, il faut oser des réformes de fond. Cela exige d'installer des garde-fous institutionnels, de garantir l'indépendance de la justice et de mettre en place des mécanismes clairs de transition pacifique du pouvoir. Sans ces transformations, la menace d'un nouveau putsch restera omniprésente. Les exemples du Botswana ou du Cap-Vert montrent qu'il est possible de construire des démocraties stables en Afrique. Ce défi dépasse le Burkina Faso. Il concerne toute l'Afrique. Les nations du continent doivent saisir cette occasion pour inventer ensemble de nouveaux standards de justice et de gestion des transitions. Seule cette voie permettra d'en finir avec la fatalité des crises politiques répétées. Des sommets régionaux, des consultations citoyennes,
des réformes constitutionnelles peuvent être des leviers pour y parvenir. L'enjeu est immense. Il s'agit de jeter les fondations d'une renaissance politique où la justice devient un rempart contre l'arbitraire et le moteur d'une stabilité durable. Les organisations de la société civile, les médias indépendants, les intellectuels, ont un rôle crucial à jouer pour exiger la transparence et l'équité. Mais tout cela ne sera qu'un vœu pieux si la société civile et les partenaires internationaux ne jouent pas leur rôle. Leur vigilance et leur engagement seront décisifs pour transformer l'épreuve actuelle en véritable tournant historique. La création d'un observatoire indépendant du procès de Damiba, la mobilisation d'ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch peuvent garantir le respect des droits fondamentaux. Un homme peut-il vraiment infléchir le destin d'un pays, voire d'un continent? Paul-Henri Sandaogo Damiba, jadis maître du Burkina Faso, se retrouve aujourd'hui prisonnier, confronté à la mémoire de son propre règne. Mais l'enjeu ne s'arrête plus à sa personne. C'est désormais le symbole d'un continent à la croisée des chemins, où chaque décision résonne au-delà des frontières nationales. Les générations futures observeront ce moment comme un test pour l'Afrique. Saurons-nous bâtir une justice indépendante, ou retomberons-nous dans la défiance? Ce qui vient de se jouer à Ouagadougou dépasse la revanche ou la justice d'un seul homme. L'arrestation de Damiba brise un tabou ancien. La protection silencieuse des chefs déchus, cette règle non écrite qui permettait aux puissants de s'effacer sans rendre de compte. Ce privilège vole en éclats. Désormais, nul leader, militaire ou civil, ne peut espérer une retraite dorée à l'abri des poursuites. Ibrahim Traoré adresse un message sans équivoque. La justice ne se négocie plus. Mais jusqu'où ira cette nouvelle justice? Le sort réservé à Damiba questionne la capacité de l'Afrique de l'Ouest à s'inventer des règles propres, déliées de la tutelle extérieure. Car derrière le choc politique, une bataille idéologique se joue. En finir avec les coups d'État impunis, instaurer la responsabilité comme socle de la souveraineté. Selon la voie choisie, c'est la peur ou l'espoir qui s'enracinera durablement au Burkina Faso et dans tous les États encore fragiles face à la tentation des putschs. Les enjeux sont vertigineux. Stabilité de millions de vies, fragilité des institutions, avenir de ressources publiques immenses, image du pays à l'international et surtout précédent pour l'ensemble de l'Afrique. Si la justice l'emporte, un nouveau modèle pourrait voir le jour, où l'impunité ne serait plus la norme. Mais si la justice se transforme en chasse aux sorcières ou en outil politique, la division et la peur risquent de miner durablement la société, accentuant les extrémismes. Les sociétés africaines, qui rêvent d'un avenir apaisé, devront choisir entre la tentation du repli et l'audace de l'innovation institutionnelle. Chaque choix posé sera observé, disséqué, imité ou rejeté. Ce moment refermera-t-il la boucle sur une justice exemplaire ou ouvrira-t-il un nouveau cycle d'intimidation? La question reste entière, et chacun, citoyen burkinabé ou observateur étranger, est invité à s'interroger. L'Afrique s'apprête-t-elle à dicter ses propres lois, ou retombe-t-elle dans l'incertitude et la méfiance? Pour transformer ce carrefour en véritable marche avant, il faudra plus que des promesses. Il faudra des institutions fortes, une justice indépendante, le courage de réformes profondes et la mobilisation constante de la société. L'exemple burkinabé peut devenir une lumière pour toute l'Afrique, à condition de ne jamais oublier que l'histoire ne s'écrit pas dans la vengeance, mais dans la construction patiente d'une paix juste et durable.